On voit que les continents, en rouge plus sombre, se sont davantage réchauffés que les océans en jaune. Mais on voit également qu'une région comme l'Arctique est plus touchée que l'Afrique. Dans quelques zones assez réduites, en bleu, la température moyenne a en revanche diminué. L'augmentation des températures n'est donc pas la même partout. Mais elle n'est pas non plus la même tout le temps. Je vais parler de la canicule, et bon, pas de bol, là aujourd'hui il pleut, donc ça marche pas très bien, mais bon. Alors, en même temps, sous prétexte qu'il est tombé 3 gouttes depuis ce matin, vous n'allez pas commencer à faire vos Pascal Pro, être là, ouais, mais il pleut, voilà. D'autant que les climatologues le disent tous, il va faire chaud sa mère cet été. Alors ils le disent pas comme ça, mais bon, c'est vrai, ils disent, il va faire chaud sa maman. Prenons ce graphique. Il montre la distribution de l'anomalie de température pendant l'été, dans l'hémisphère nord, entre 1951 et 1980. Voilà ce que ça veut dire. Si un été correspond aux normales saisonnières, il va se retrouver au milieu de cette courbe. Si un été est plus chaud en moyenne, il va se retrouver de ce côté. Et s'il est plus froid, de l'autre côté. Avec le changement climatique, les normales de saison augmentent au fil du temps. Mais on voit aussi que cette distribution s'aplatit. Résultat, il y a plus d'étés anormalement chauds, et leur température augmente plus vite que la moyenne. Et ces étés très chauds, tout à droite, s'accompagnent souvent de canicules qui sont de plus en plus fréquentes, sévères et longues. Or, en plus d'être particulièrement pénibles, les canicules peuvent tuer. Sur ce graphique de la mortalité française annuelle, on observe un pic, ici, sur la courbe de 2003. Ce sont les 15 000 personnes mortes de la canicule cette année-là. En tout, en Europe, cette vague de chaleur a tué 70 000 personnes. Comment est-ce qu'on fait pour vivre en bonne harmonie avec nos voisins qui vont se retrouver, pour certains d'entre eux, logés à une enseigne de plus en plus désagréable? Vous avez ici l'évolution de l'humidité des sols sur un certain nombre de terres émergées, en fonction de l'évolution du réchauffement. Donc, alors c'est le bassin méditerranéen qui m'intéresse, là il est là. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fonction du nombre de degrés de réchauffement global, la perte d'humidité des sols du bassin méditerranéen. Donc vous voyez en gros que les sols perdent 10% d'humidité, 10% de contenu en eau par degré de réchauffement. Des sols moins humides, c'est des cultures qui se passent moins bien. Donc c'est une production agricole qui baisse, et vous appliquez ça à une population qui augmente. À un moment, ça produira des effets. Alors, tant que la productivité de l'agriculture mondiale permet d'avoir des importations de nourriture dans ces pays, qui sont massivement importateurs, et qu'eux-mêmes ont des recettes à l'exportation, soit avec des touristes, soit avec du pétrole, bon, ça se passe à peu près bien, tout ça est fragile. Les recettes à l'exportation avec du pétrole, quand il n'y a plus de pétrole, vous n'en avez plus. C'est une des causes de l'effondrement de la Syrie, qui était un pays producteur de pétrole significatif. C'est ce qui va se passer en Algérie, qui est un pays producteur de pétrole significatif. C'est ce qui est déjà en train un peu de se passer en Égypte, qui est aussi un pays producteur de pétrole. Et quand vous avez plus de quoi payer vos importations alimentaires, alors que votre population n'a pas de quoi se nourrir avec la production domestique et qu'elle est de plus en plus importante, et vous avez des émeutes de la faim, comme en 2010-2011, et derrière, vous avez des réfugiés qui arrivent en Europe. Alors ça s'est produit à petite échelle, ça va augmenter de façon absolument évidente. Donc un autre défi qui est posé, c'est comment, dans ce contexte, on arrive à faire en sorte que les pays du sud de la Méditerranée arrivent à trouver une situation stable. Moi, c'est pareil, moi, en octobre ou en février, je peux vous dire, je kiffe la température. Je profite du fait que c'est pas la canicule. Voilà. Parce qu'en hiver, si t'as froid, tu te couvres et puis t'as chaud. Mais torse nu en été, si tu crèves de chaud, tu peux pas t'éplucher la peau. Ouais, donc là, t'es emprisonné dans la chaleur, c'est horrible. Voilà. Donc, je suis désolé, je fais un peu mon coming out de la chaleur. Ça, je le dis, moi, quand il fait chaud, j'aime pas bien ça. Et là, j'angoisse un peu à l'approche de l'été. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ça, la chaleur. Moi, j'ai un pote, il me dit souvent, moi, j'aime bien quand il fait chaud. Genre, en été, on est en terrasse, il me dit, on n'est pas bien, là. Moi, je dis, on est au plus mal, là. On est au plus mal, vraiment. On voit que les continents, en rouge plus sombre, se sont davantage réchauffés que les océans en jaune. Mais on voit également qu'une région comme l'Arctique est plus touchée que l'Afrique. Dans quelques zones assez réduites, en bleu, la température moyenne a en revanche diminué. L'augmentation des températures n'est donc pas la même partout.
mais elle n'est pas non plus la même tout le temps. Quand c'est jaune, ça veut dire que la conséquence est locale et gérable, et quand c'est violet, ça commence à devenir généralisé et ingérable. Et vous voyez que l'insécurité alimentaire, dans un monde qui se réchauffe de 2,5 degrés ou plus, 2 degrés, 2,5 degrés, tout ça n'est pas de la science exacte, hein, il y a une incertitude, eh bien, devient généralisé sur Terre et non gérable. Et l'insécurité alimentaire, il ne suffit pas de manger de la brioche, comme le disait Marie-Antoinette, en général, ça déclenche de l'instabilité politique. Moi, il y a plein de points communs entre la canicule et le régime nazi. Déjà, dans les deux cas, c'est un contexte qui ne te laisse aucun choix. Quand c'est un régime nazi, pardon, mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Et la canicule, c'est pareil. Ensuite, quand tu dois te déplacer, quand il fait très chaud, je trouve que tu fais un peu des bruits comme Hitler. C'est un peu, j'exagère un peu, mais il y a de ça. Surtout dans les deux cas, il y a des morts. Dans les deux cas, il y a des morts quand même. Si l'air est très sec, la transpiration peut facilement s'évaporer. Mais si l'air est saturé en vapeur d'eau, elle ne peut pas s'évaporer. Il devient alors impossible pour le corps de se refroidir. Pour avoir un repère, un être humain, dans un environnement à 35 degrés saturé en humidité, meurt en quelques heures. On voit qu'aujourd'hui, il y a déjà certaines régions du monde qui connaissent ces événements, mais pour un nombre de jours limité. En faisant la même analyse pour différents scénarios d'augmentation de température, on voit, sans surprise, que le nombre de jours où les conditions sont mortelles augmente. Dans un monde à 4 degrés, ça concerne la majeure partie de l'année pour certaines régions que le changement climatique va rendre littéralement invivables. Alors ça y est, c'est officiel. Des experts français du GIEC l'ont dit par rapport à la hausse de température attendue pour 2100. Donc en fait, c'est plus 7. Hein, c'est plus 7 degrés. Ils ont recalculé, ils ont fait 2, 1, 3 et 4, 7. Voilà, ça fait 7 degrés de plus. Donc Jair Bolsonaro plus Donald Trump plus Emmanuel Macron moins Greta Thunberg, ça fait 7. Voilà, c'est ça. Total plus Amazon plus LVMH moins Marion Cotillard, 7. On tombe toujours sur le nombre 7. Les gens se disent 1 centimètre de hausse du niveau de la mer, qu'est-ce que ça change? On ne va même pas le voir. En réalité, on est dans un rapport de 1 à 100 sur des côtes très basses. Ça veut dire que si le niveau de la mer monte d'1 centimètre, vous perdez 1 mètre de plage en termes d'érosion. Et donc forcément, si on est sur des prévisions à 1 mètre d'ici 2100, ça veut dire que potentiellement vous perdez 100 mètres de plage. Ici, vous avez l'inflammabilité des forêts françaises au fil du temps. Et rappelez-vous que 2050, en gros, c'est écrit, c'est-à-dire que c'est indépendant du scénario. Et vous voyez qu'en 2050, eh bien, une partie des forêts du centre de la France deviennent aussi inflammables que l'arrière-pays, alors pas l'immédiat, hein, mais l'arrière-pays méditerranéen aujourd'hui. Voilà, vous allez trouver. Donc on verra peut-être malheureusement des incendies dans la forêt de Fontainebleau qui sont identiques à ce qu'on trouve actuellement dans l'arrière-pays méditerranéen. Si vous faites venir dans cette salle un forestier de l'ONF, il vous expliquera en quoi, en 2070, il est possible qu'il n'y ait plus de chênes ailleurs qu'en Bretagne. Et bien entendu, la transformation la plus visible, c'est la transformation du contour des territoires, du contour des continents, à cause de l'élévation du niveau des mers. Molin sous le gars du GIEC, dès qu'il l'ouvre, t'as envie de te boucher les oreilles. T'as pas envie vraiment de les écouter. Bon, maintenant, je me dis peut-être que les gars du GIEC, ils ont exagéré les chiffres exprès pour nous inquiéter vraiment. Parce que c'est vrai que quand ils ont prévenu qu'on allait passer à 4 degrés de plus, c'est vrai que le gouvernement, ils ont interdit les touillettes en plastique. Donc ils disent, bon, peut-être histoire de les faire vraiment stresser, on va dire plus 7, je pense. Peut-être qu'ils passent la seconde, là. Je pense qu'ils ont fait, peut-être. Bon. Alors c'est vrai qu'en même temps, moi je suis rassuré parce que j'ai vu une interview de Édouard Philippe où il disait que c'est important, j'ai vu ça cette semaine, de faire de l'écologie souriante. Alors on se dit, il prend vraiment le problème à bras-le-corps. Littéralement, nous redessinons les cartes de géographie. Littéralement, c'est une terre nouvelle qui se présente à nous. Et au sens propre comme au sens figuré, nous n'avons pas encore les cartes de géographie qui nous permettent de lire cette terre nouvelle qui se présente à nous. Et elle se présente à nous beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit. On imagine toujours que la hausse du niveau des mers est un phénomène très lent et très progressif auquel on aura largement le temps de se préparer. Pour vous convaincre du contraire, je vous invite à regarder ces photographies aériennes prises dans la banlieue de Cotonou au Bénin. Vous voyez ici la ligne rouge qui indique le trait de côte en 2002, la même qui indique le trait de côte en 2004, 2 ans plus tard, en 2011 et en 2013. En l'espace de 10 ans à peine,
Voyez la perte de territoire et les quartiers qu'il a fallu évacuer à Cotonou, sans compter les quartiers qui ont déjà été démolis par le gouvernement en prévision de la hausse future du niveau des mers. La hausse des températures va y augmenter l'évaporation et la quantité d'eau que peut contenir l'atmosphère, ce qui implique davantage de précipitations. L'augmentation de ces précipitations peut entraîner une multiplication et une intensification d'inondations qui peuvent tuer, mais affectent surtout l'infrastructure et l'agriculture. Par contre, les conséquences sur les périodes où les régions sèches seront opposées. L'évaporation va certes augmenter, mais vu la faible quantité d'eau disponible, cette eau qui s'évapore ne sera pas suffisante pour former des nuages et induire des précipitations, ce qui provoquera une aridification de ces zones et de ces périodes sèches. En plus de réduire l'accès à l'eau dans certaines régions où c'est déjà un problème, la réduction des précipitations et les sécheresses vont avoir des impacts importants sur l'agriculture. Ces phénomènes auront également des conséquences sur les forêts, et les feux continueront de se multiplier, endommageant fortement ces écosystèmes et les activités humaines qui en dépendent. Réchauffement climatique provoqué par un supplément d'effet de serre, la température au sol augmentait. Mais par contre, la stratosphère se refroidit, parce qu'en fait, l'interception accrue des infrarouges terrestres par les basses couches de l'atmosphère diminue le réchauffement par le bas des hautes couches de l'atmosphère. Donc la stratosphère se refroidit. Ce qui veut dire que le gradient de température entre le sol et la stratosphère augmente. Et il se trouve que ce gradient de température, plus il augmente, vous vous rappelez de la détente diabétique, plus ça met en route de façon forte les mouvements convectifs. Et comme ça met en route de manière plus forte les mouvements convectifs, ça augmente la puissance unitaire des ouragans, des tornades, des orages, enfin bref, de tout ce qui est nourri par un mouvement convectif. Donc dans un monde qui se réchauffe, il faut s'attendre à ce que ce qu'on a coutume d'appeler les phénomènes extrêmes deviennent plus violents, et en fait, c'est déjà ce qui est en train de se passer. On assiste aujourd'hui à l'apparition, par exemple, d'ouragans qui s'intensifient à des vitesses qu'on n'avait jamais vues avant. Il leur faut 24 heures. En 24 heures, ils passent de un peu plus de dépression tropicale à ouragans de catégorie 4 ou 5. Ça, c'est des trucs qui n'existaient pas avant. Vous voyez des ouragans qui sont des monstres en termes d'étendue. Vous voyez des ouragans qui sont des monstres en termes de précipitation maximale, etc. Tout ça n'existait pas avant. Le Groenland a commencé à fondre. Alors, le Groenland a commencé à fondre tout simplement parce qu'il fait de plus en plus chaud au pôle Nord. Le 1er janvier 2018, je crois, 2018 ou 2019, il faisait une température positive au pôle Nord, en pleine nuit polaire, le 1er janvier. Vous avez peut-être suivi cet été le fait qu'il a plu au Groenland, sur une large partie du Groenland. Ça, c'est pareil, c'est des trucs qui n'arrivaient pas avant. Plus ils font, plus les poussières se concentrent sur le sommet de la calotte, plus l'albédo baisse, la part de la lumière solaire réfléchie baisse, donc plus ça fond. Donc il y a des rétroactions positives qui se sont mises en route au Groenland qui font que maintenant le Groenland va continuer à fondre quoi qu'on fasse. L'Arctique de l'Ouest, c'est un château de cartes de glaciers qui sont arc-boutés les uns sur les autres, et tout ça est posé sur un socle rocheux qui est sous-marin. Donc c'est un truc un peu instable. Et quand c'est grignoté par le bas, par une mer qui est de plus en plus chaude et qui accessoirement s'élève un peu, eh bien ça déstabilise les glaciers émissaires, ceux qui sont en bord de mer là, et qui fluent de plus en plus vite vers la mer, dont celui-là qui s'appelle le glacier Thwaites. Et il y a un risque que l'ensemble se désagrège en l'espace d'un siècle, peut-être moins, peut-être plus, on ne sait pas. Et ça fait 6 mètres d'eau en plus pour l'océan mondial. Vous avez aussi le fait de chauffer le bouillon de culture. Et quand on chauffe le bouillon de culture, c'est propice pour la propagation de tous les micro-organismes globalement. Donc il va y avoir des modifications des structures endémiques de la propagation des agents pathogènes. Et là, évidemment, personne n'est capable de vous dire à l'avance comment ça va se passer. Vous avez, de façon précise, vous avez du carbone qui était fixé dans les sols et dans le permafrost qui va être remis en circulation. Et donc, pour deviner les conséquences sur les sociétés humaines en bout de course que nous sommes, eh bien, ma foi, c'est la bouteille à l'encre. Voilà typiquement un exemple, comme je vous le disais, de problème mal posé et qui admet plein de solutions. Mais c'est quand même un problème dont on dépend énormément. Cette carte d'un centre d'études montre aussi dans quelle proportion les côtes ont été grignotées pendant les dernières décennies. Là, en vert, on peut voir que le trait de côte a reculé de plus de 50 cm par an. Ici, en bleu, de moins de 50 cm. Et si le trait de côte avance, ça veut dire que la mer avance. Et elle avance. C'est ce que dit le nouveau rapport du GIEC. La hausse du niveau de la mer pourrait atteindre 1,10 m en 2100.
enregistrés. Annoncer à un citoyen qu'il devra, à l'horizon 2050-2100, envisager de quitter sa maison parce qu'il est trop proche du bord de mer et qu'il y a un risque d'effondrement de falaise ou qu'il y a un risque d'érosion de la plage, c'est pas toujours évident. Pourtant, beaucoup de Français savent déjà que le littoral recule. Mais le problème, c'est que ces risques sont souvent vus comme cycliques et certains pensent même que les évolutions du littoral n'ont pas grand-chose à voir avec le changement climatique. Et cela crée des tensions. Si on a des réactions qui peuvent être très virulentes de la part de citoyens sur un territoire, c'est avant tout parce qu'ils n'ont pas assez d'informations, parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui va se passer. C'est l'inconnu qui crée la peur. Le syndrome de l'autruche ? Ça dit qu'on a toujours tendance à choisir le gain à court terme. C'est en tous les cas la thèse de cet homme, George Marshall. Prenons un exemple. Si je vous dis qu'à cause du changement climatique, à long terme, vous allez perdre votre maison, et que ce serait mieux que vous déménagiez loin de la côte, eh bien, vous n'allez pas déménager. Pourquoi ? Parce que le réchauffement climatique et ses effets, c'est encore invisible, éloigné et contestable à vos yeux. Ce qui fait que vous n'êtes pas en alerte. Par exemple, les maisons qu'on voit ici sont potentiellement menacées par les vagues. Et bien, malgré cela, des gens continuent à y habiter et parfois ils dépensent de l'argent pour faire des travaux, justement pour se prémunir de la montée des eaux. Pourtant, on sait que la mer aura le dernier mot. En fait, pour qu'une menace soit prise au sérieux, il faut qu'elle soit concrète, immédiate, incontestable. Certaines villes sont menacées par la montée des eaux, comme Bordeaux, Rouen, Saint-Malo, Calais, Dunkerque. Au total, la submersion marine menace d'ores et déjà 1,4 million de résidents et 864 communes. Les récifs coralliens risquent de disparaître à cause de l'augmentation de la température des océans, mais aussi à cause de l'acidification due à la dissolution dans les océans d'une partie du CO2 émis par les activités humaines. Or, ces récifs coralliens abritent aujourd'hui une biodiversité très riche. Et certaines de ces espèces fournissent des moyens de subsistance à des millions de personnes vivant de la pêche. C'est par exemple le cas de 40% des 360 millions de personnes vivant aux Philippines et en Indonésie. Certaines populations n'auront pas d'autre choix que la migration, par millions. Une chose est sûre, chaque dixième de degré aura des conséquences dramatiques pour des millions de personnes. Et comme par ailleurs, l'expérience est faite pour la première fois, il y a quelque chose d'absolument certain, c'est qu'on ne sera pas capable de tout prévoir. Alors quand je dis « on », c'est communauté scientifique, etc. On ne sera pas capable de tout prévoir. Et quand on n'est pas capable de tout prévoir, ça veut dire qu'on a des surprises. Et bien là, il y a plein de processus pour lesquels on ne sera pas préparé. Donc l'Allemagne n'était pas préparée pour les inondations qui ont eu lieu cet été. Le Canada n'était pas préparé pour le village qui s'est fait foudroyer là, au milieu de son dôme de chaleur. La Californie n'est pas préparée pour les sécheresses récurrentes qui sont en train de lui tomber dessus, etc. Et plus le temps va passer, plus la quantité d'événements pour lesquels on n'est pas prêt va augmenter, parce que la dérive va s'intensifier. Là aussi, il y a besoin de beaucoup de jus de cerveau pour essayer d'y voir le plus clair possible et essayer de parer au mieux. Je pense que c'est plus utile pour la collectivité que de déployer la 5G, si je peux mettre les pieds dans le plat. Pas cramé, c'était pas 4 mais plutôt 7 degrés. Les scientifiques ils s'étaient bien trompés. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Préparez-vous à beaucoup transpirer.